Samuel Beckett, prix Nobel de littérature en 1969, a renié son ami et mentor James Joyce en lui volant ses chaussures. Et non content de lui avoir volé, il les a portées pendant des semaines, alors même qu'elles étaient trop petites pour lui. Prix Nobel qu'il a d'ailleurs refusé, parce qu'ayant tout fait tout au long de sa vie pour que son œuvre ne soit jamais soumise à l'étude universitaire. On peut dire que c'est raté, parce qu'avec un prix Nobel, l'œuvre de Beckett, aujourd'hui, elle est donnée dans les lycées pour le bac, à l'agrégation, et elle fait l'objet de nombreux sujets de mémoire et de master. Et nous essayons, tant bien que mal, d'y comprendre quelque chose. Je m'appelle Salomé Maquet, et je ne comprends rien à Samuel Beckett. Mais alors rien du tout. Et c'est pas faute d'avoir essayé, parce que voyez-vous, je dédie la majorité de mon temps à la littérature. Je l'étudie à l'université. Je l'enseigne sous forme orale. Et parfois, le soir, à la lumière de la chandelle, j'essaye d'en écrire un peu. Et si de prime abord, on pourrait croire que ces trois exercices sont logiques, cohérents, voire complémentaires, en réalité, c'est une lutte permanente que de les faire se concilier dans une seule tête, un seul cœur, une seule plume, et parfois, il faut bien le dire, une seule journée de travail. Et c'est de cette lutte-là que m'est apparue une évidence qui me vaudra peut-être d'être virée de mes emplois respectifs ainsi que de l'université, ce qui ne serait pas une mince affaire. C'est que la littérature, elle n'est pas dans les livres. L'étude de la littérature diffuse malgré elle une image biaisée de ce qu'elle est. On nous fait passer le bac en nous apprenant les figures de style, la métrique poétique, les points de vue narratifs, la grammaire, le vocabulaire, l'orthographe, etc. On nous apprend, et à très juste titre, que les Baudelaire et autres Rimbaud n'ont pas simplement fait rimer amour et toujours parce que c'était joli, ou parce qu'ils buvaient de l'absinthe, ou fumaient de l'opium, même si on se l'est tous déjà dit quand on était sur notre copie du bac, là, et que ça nous donnait un peu du fil à retordre. Bref. Pas moi. L'étude de la littérature est là pour nous dire que non, ça n'est pas si simple. Et heureusement, sinon il y aurait beaucoup de prix Nobel. L'étude de la littérature permet cette chose nécessaire de définir ce qui fait d'une œuvre ce qu'elle est. C'est le décryptage minutieux des mots du cœur, ou du cœur des mots. Comme pourrait le faire un œnologue, avec du vin. Un œnologue, quand il fait une dégustation, ma foi, il sait reconnaître un Saint-Émilion d'un Châteauneuf-du-Pape. Il y a des différences de cépage, de tanins, de sucre, d'alcool, d'années. Un Victor Hugo, ça n'écrit pas comme un Gustave Flaubert, même si ce sont deux grands crus. Sauf que la différence, elle se fait pas au niveau du raisin, vous voyez, elle se fait au niveau de l'agencement des mots, hormis l'histoire, vous voyez. C'est même pas une question d'histoire. C'est limite scientifique. D'ailleurs, ça fait bien rire les gens quand on apprend qu'il y a des laboratoires en littérature. Oui. On n'a pas de blues, certes, mais on a des laboratoires. Bon. On pourrait aussi faire une analogie avec la musique. Vous conviendrez comme moi que là, on n'est pas très heureux. Bon. Et les musiciens savent pourquoi. C'est parce qu'on a utilisé une gamme mineure. Et la gamme mineure, ça agit comme une espèce de levier émotionnel d'humain, faisant que lorsque vous l'entendez, vous avez envie de pleurer au fond de votre chaumière. Ça n'est assurément pas le cas de ça. Le silence est aussi une bonne option. J'avais prévu Vivaldi, mais... Bon, Vivaldi se fera attendre, c'est pas grave.
C'est un truc très entraînant, normalement, voyez? Bon. Ah, c'est bon. Bon. Tais-toi, Vivaldi, maintenant. Quand on entend ça, on est tout de suite plus heureux, voyez? C'est parce qu'il a utilisé, mais enfin, une gamme majeure, c'est ce que je voulais dire. Bref, finissons, ça suffit la musique maintenant. Bref. Victor Hugo, puisqu'on en parlait. Quand il écrit Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin, descendant vers Harfleur. Et lorsque j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houes verts et de bruyères en fleurs. À l'instar de Chopin, on ne se sent pas très heureux. Et pour cause, Victor Hugo, il a créé ce qu'on appelle en stylistique un ethos, une image de soi, comme quand vous mettez vos écouteurs et que vous vous prêtez à imaginer une vie qui n'est pas la vôtre, vos amours manqués, au hasard. Cet ethos, c'est une projection dans un vous qui n'est pas vous. Le je est un autre, disait Arthur Rimbaud. Et cet ethos, celui que Victor Hugo a cousu sur mesure pour vous, c'est celui du drame terrible qu'est la perte d'un enfant, à savoir sa fille, Léopoldine, morte dans un accident de barque. Et parce que nous sommes humains, parce que nous avons tous ces leviers émotionnels, nous pouvons ressentir ça, même si nous n'avons jamais connu Léopoldine, même si nous n'avons jamais perdu d'enfant. Parce que nous sommes humains, nous avons quelque part en nous, plus ou moins bien enfoui, ce drame terrible de la perte. Et cet ethos, il est créé par l'utilisation de pronoms personnels de rang 1, 2, possessifs correspondants, des embrayeurs déictiques qui se remplissent de leur énonciateur. Facile. Donc, de par cette rigueur d'analyse-là, l'étude de la littérature diffuse une image biaisée de tout ça, comme si c'était une science exacte. Mais non, c'est une science humaine. Non, une science exacte dont tous les grands esprits disposeraient, comme si Shakespeare, Rabelais, Molière, Montesquieu, Goliard da Sapienza, Colette, Camus, George Sand avaient tous été de bons petits élèves studieux, assis au premier rang. Mais non! Certains d'entre eux étaient des canailles, vraiment, qui devaient emmerder leur professeur. Et pour une raison très simple, c'est que la littérature, c'est apprendre à désapprendre. On parle souvent, pour illustrer l'absurdité de ce monde, des grands auteurs qui ont loupé leur bac, mais qu'on étudie au bac. Donc comme Zola, Cocteau, Malraux, il y en a plein. Mais on ne parle pas assez de ceux qui ont réussi. Et pourtant, le résultat est le même. Samuel Beckett était brillant. Il a suivi un haut cursus universitaire au Trinity College, puisqu'il était irlandais. Il était polyglotte, il faisait lui-même ses traductions. Il a atteint des hauts postes de l'enseignement en France, à l'école normale supérieure. Eh bien tout ça, il ne l'a pas supporté. Il n'a pas supporté la conciliation de l'enseignement et de l'écriture. Et nous touchons du doigt le paradoxe qui nous anime ce soir. C'est là que je me fais virer. Je crois qu'enseigner la littérature, c'est presque déjà la trahir. Je nage dans ce paradoxe chaque jour de ma vie parce que, après l'université, je mets mon costume de professeur à moi et je vais devant mes classes. Je suis professeur de rhétorique, d'éloquence, d'art oratoire, qu'importe la terminologie que vous choisirez. En gros, j'apprends aux gens à bien parler. Je ne suis cependant pas prof de théâtre. Je ne leur apprends pas à jouer un rôle. Non. J'ai le fol orgueil de leur apprendre à être eux-mêmes.
Et ça, ce n'est pas rien, quand on y pense un peu. Alors pour contrer ce fol orgueil, je commence souvent mes cours par citer Sacha Guitry. N'oublie pas que tous les professeurs sont mauvais, et quand ils sont bons qu'ils sont des criminels, car ils ne nous enseigneront jamais, hélas, que leurs défauts. Tous les gestes sont bons quand ils sont naturels, ceux qu'on apprend sont toujours faux. Parce que nous sommes si nombreux à penser savoir ce qu'est la belle et bonne parole. Du grec ho kalos kagatos logos. C'est très important le grec ancien, parce qu'à parler d'éloquence, on a cette image qui pop involontairement dans notre esprit d'un grec ou d'un romain, nu, sous sa toge, se levant dans l'agora, la paume à 90 vers le ciel, inspirant les grâces de Zeus lui-même pour lui octroyer le plus persuasif de tous les discours. Alors je vais vous dire un petit secret. Plus personne ne met de toge. Et la main à 90, ça fait mal au bras. Si nombreux à penser savoir. Et je ne fais pas exception à la règle, parce que sinon je ne serais pas là, sinon je ne donnerais pas cours, sinon j'aurais mieux fait de me taire. Me taire. Et justement, se taire, c'est sans doute la qualité la plus essentielle lorsque s'élève la voix du beau parleur. Et rien ne se tait mieux que la littérature. Je conçois l'éloquence comme la dernière étape d'une suite logique. Écoute, lis, écris, puis parle. Et surtout, n'oublie pas que ton professeur est mauvais et que ses chaussures, elles tiraient bien. La parole, écrite ou orale, est un paradoxe qui nous dit que tout existe sous un même soleil, et même, parfois, à voix basse, à se perdre dans les effluves des mots du langage. Elle nous murmure l'absurdité d'un monde qui sonne faux, qu'on peut vouloir aduler tous les mots autant que les récuser, et qu'ils sont si nombreux à nous mentir. Le mot amour, le plus grand de tous les menteurs. Le mot arbre aussi. Oui. Prenez 2 arbres, même espèce, même écorce, même couleur, même racine, bon, même arbre. Bon. Ils ont suffisamment en commun pour être appelés arbres. Le fait est que, physiquement, ce ne sont pas les 2 mêmes arbres. Le langage opère donc une généralisation. Il jette un voile sur les mots. On se met d'accord pour faire correspondre les mots à des choses. Et on regroupe, on généralise. Et heureusement, parce que si tous, individuellement, on devait avoir nos mots pour désigner chaque arbre de toute la surface de la Terre, on ne serait pas dans la panade. On serait des idiots, au sens premier du terme, du grec, encore une fois, idiotes, celui qui parle tout seul. Or, si nous parlons tout seuls, nous n'avons pas besoin du langage parce que nous savons que la parole, elle est pour l'autre. Appliquez ce raisonnement maintenant aux émotions. Je parlais de l'amour. Oh là oui, nous sommes idiots. Mon amour n'est pas votre amour. Mon amour n'est pas l'amour de la personne que j'aime. Et mon amour ne se laisse pas généraliser comme ça. Je n'aime pas aimer comme tout le monde. Personne n'aime ça. Parce que sous le voile de généralité, ça bouillonne, voyez, ça déborde. Et ce débordement, c'est l'expression d'une singularité. Et l'expression de la singularité, moi j'appelle ça de la littérature. Ça n'a jamais été autre chose. Et c'est ce que savent tous les poètes, conscients ou non. Ils sont insatisfaits du langage, alors ils en sortent. La littérature, c'est sortir. C'est pour ça que Verlaine ne dit pas « je t'aime ». Mais voici les fruits, les fleurs, les feuilles et les branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Je ne connais pas un auteur qui ne soit pas
Un parfait idiot. Je ne connais pas un idiot qui n'est de cépage. Je ne connais pas de cépage qui n'est une musique. Et je ne connais pas de musique qui n'est un style. Le style, comme le disait cet inénarrable idiot de Marcel Proust, ça n'est pas un enjolivement. Ça n'est même pas une question de technique, c'est comme la couleur chez les peintres, la lumière du photographe, le corps de la danseuse. C'est une qualité de la vision, la révélation d'un univers particulier que chacun de nous voit et que les autres ne voient pas. Le plaisir que nous donne un artiste, c'est de nous faire connaître un univers de plus. C'est de nous dire « je t'aime » avec des mots qui ne sont pas les nôtres. Le mot « amour », comme si on l'entendait pour la première fois. Et je pense que ceux qui incarnent le mieux cette littérature-là, ce sont ceux qui n'y comprennent rien. Parce qu'il faut certes beaucoup d'esprit pour montrer ce que l'on sait, mais il en faut infiniment plus pour transmettre ce qu'on ignorera toujours. Et il se peut même que la plus grande certitude que nous ayons vis-à-vis de la littérature, à savoir qu'elle émanerait de l'objet livre, nous échappe. Quand on voit la recrudescence des dyslexies, des troubles de l'attention, l'intelligence artificielle, notre incapacité progressive à ne plus savoir consommer le temps long, on est en droit de se demander ce qui va advenir de certaines grosses briques en Times New Roman. Peut-être qu'un jour, la littérature ne sera plus faite de petits caractères noirs sur blanc qui s'écharpent sur du papier tangible. Peut-être que c'est déjà le cas. Mais pour sûr, elle restera en nous, parce qu'on est incapable de faire autrement et, dans cette attente, camarades, prenez courage. Parce que comme ne l'a jamais dit Alfred de Musset, pas plus que Samuel Beckett, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse et de très, très belles chaussures. Merci.